En juin 2019, près de Montpellier, Patrice Lenoël, 63 ans, étouffe sa femme Anna Paola avec un oreiller. Anna Paola était bipolaire, il ne supportait plus ses crises. Ouvrons ensemble la cote B du dossier d'instruction de Patrice Lenoël. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. Le dimanche 23 juin 2019, le centre d'appel de la gendarmerie de l'Hérault reçoit l'appel inquiet d'une femme. Il faut aller vite chez mes parents. Nous sommes sans nouvelles depuis 3 jours, je suis inquiète. Dans son dernier message, ma mère disait « il veut m'interner ». Et depuis, plus rien. Quelques minutes plus tard, les gendarmes découvrent le cadavre d'Anna Paola Lenoël sur le sol de la chambre conjugale. Elle est en partie dénudée, le visage couvert de coups. Elle a été étouffée. Dans le garage, les gendarmes trouvent son mari, Patrice Lenoël, choqué, prostré dans ses excréments, le visage marqué de griffures et de coups, une corde avec un nœud coulant à ses pieds. Patrice Lenoël a tué sa femme avant de tenter de se suicider. Ce week-end-là, ces enfants ont eu à la fois à réaliser que leur mère était morte, à finalement choisir un cercueil pour elle et en même temps choisir un avocat pour leur père. Maître Iris Christol, avocate de Patrice Lenoël. Et je suis allée le rencontrer. Et là, j'ai le souvenir d'un homme totalement abattu par ce qui venait de se passer, totalement effondré parce qu'il se retrouvait également dans l'univers carcéral et surtout extrêmement affecté par l'idée que ses enfants, auxquels il tient plus que tout au monde, puissent, au-delà de lui tenir rigueur, ne plus vouloir avoir aucune relation avec lui. C'était un homme qui se demandait s'il devait continuer à vivre ou non. Vous savez, madame, je comprends pas comment j'ai pu en arriver là. J'aimais ma femme. Ça fait plus de 30 ans qu'elle est bipolaire. Je l'ai toujours accompagnée. J'ai toujours cherché à la protéger contre elle-même, contre sa maladie. J'avais jamais imaginé la tuer avant. Ce que j'ai fait est inadmissible. Je mérite pas de vivre. Il est complètement effondré. Complètement. C'est ça qui vient entraver sa bonne volonté parce qu'elle est palpable à chaque moment, mais il n'y arrive pas. Monsieur Lenoël, il pleure. Il est physiquement secoué de spasmes, de sanglots. Je le revois encore se jeter en arrière sur sa chaise en étouffant des pleurs. Ce qui revient, c'est des émotions forte. J'avais promis de partir avec elle. J'avais promis. Je voulais pas. C'est pas moi. Je suis pas comme ça. Qu'est-ce que vont penser mes enfants, mes petits-enfants? Il est plein de remords. Le comportement de Madame Lenoël est d'abord qualifié de dépressif, puis il y a 10 ans, un diagnostic de trouble bipolaire est finalement posé. Les symptômes de bipolarité très aigus se seraient progressivement aggravés et ne semblent pas avoir pu être régulés par divers traitements, sauf sur des temps très courts. C'est un monsieur tout simple, un monsieur gentil, poli, adapté, et il est anéanti par ce qu'il a fait. Mais il faut bien l'assumer, il faut bien s'expliquer, il faut bien en parler. Et je mesure très vite qu'on est dans l'inverse absolu de ce qu'on appelle un féminicide. C'est tout sauf un féminicide, parce qu'un féminicide, c'est un crime de genre, c'est-à-dire un crime de domination.
c'est-à-dire l'aboutissement en fait de la volonté d'un homme à imposer son point de vue, à être un sujet par rapport à une femme qui pourrait pas exprimer quoi que ce soit. Donc là, c'est tout sauf un crime de genre et de domination. C'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est un homme qui pendant 30 ans s'est épuisé à s'occuper d'une femme qui a traversé des moments de difficulté, de maladie, qui ont rendu sa vie très difficile et la vie de tout son entourage difficile. C'est un homme qui a sauvé son épouse 10, 20 fois en appelant les pompiers parce qu'elle avait tenté de se suicider. Chaque fois, les pompiers lui ont dit qu'elle lui avait sauvé la vie à quelques minutes près. Vous savez, maître, j'ai juré à ma femme que je serais toujours là pour elle. Tout le temps. Je lui répétais, tu vas t'en sortir, je vais t'aider, je veux qu'on finisse notre vie ensemble. J'ai jamais cessé de l'aimer. Donc c'est un homme qui a tout fait pour faire tenir cette femme debout, qui sait les années où elle était sous traitement tellement lourd qu'elle était vraiment un peu zombifiée quelque part. C'est un homme qui s'occupait d'elle, qui la lavait, qui la coiffait, qui la nourrissait, qui était comme un enfant. Donc c'est le contraire d'un dominateur. À l'experte psychologue, Patrice Lenoël confie qu'il a toujours aimé sa femme, même dans les pires moments, même pendant ses crises maniaques, pendant lesquelles elle buvait et le frappait. Quand il me l'a décrit, Monsieur Lenoël s'arrête de pleurer. Il a encore des papillons dans les yeux, il a plein d'étoiles, il le décrit avec le sourire alors que c'est un homme qui vient de s'effondrer. Il décrit ça avec un sentiment de merveilleux. On se croirait dans un roman quand il nous décrit cette histoire d'amour. Et puis, à partir de environ 82, il commence à décrire qu'elle a un comportement qui le surprend complètement dans le fait qu'elle va le tromper avec le mari, je crois, d'une des amies qu'il fréquente. Et qu'elle ne se cache pas. En fait, elle ne se cache pas. Et puis quand il lui demande « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Elle dit « Bof, comme ça, pas plus. » Donc lui, il est tellement surpris. En fait, je crois qu'il n'arrive pas à admettre qu'elle ait fait ça. Il a du mal à comprendre, Monsieur Lenoël. Et du coup, sa réaction maladroite, c'est de répondre du pareil au même. C'est-à-dire qu'un jour, il va voir la voisine, il a une aventure d'un soir, il me le décrit, c'est en ça qu'il est très honnête, avec la voisine. Et il dit, j'ai fait ça pour tester, pour voir si elle tenait au couple, si ça lui faisait mal à elle aussi, si je lui avais rendu l'appareil. Et puis, il est déçu, parce que non, elle s'en fout. Elle s'en fiche. Ça lui fait ni chaud ni froid, Madame Lenoël. Ça ne fait pas l'effet escompté. Donc Monsieur Lenoël n'aura plus d'autres tentatives de répondre comme ça aux tromperies par une tromperie. Il voit que ça sert à rien. Donc il s'arrête. Très déçu. Il pensait tester la force d'attachement et il voit que non, c'est pas au rendez-vous. Il dira, on repart sur de bonnes bases, j'étais, il dit, j'étais trop amoureux d'elle pour que ça se passe mal. Donc, ils repartent sur de bonnes bases, mais à partir de 85, Monsieur Lenoël commence à remarquer des choses qui sont un peu plus marquées dans le comportement de Madame. C'est un peu plus difficile pour lui de comprendre. Elle se met à boire, elle se met à piquer des colères des fois. Il essaie toujours de calmer les colères, toujours de dire mais on est bien, regarde, on s'aime, on va faire ceci, on va faire cela. Il est l'élément pacificateur dans le couple. Et chez Madame Lenoël, rien ne se calme en fait.
Rien ne se calme du tout. Elle continue à monter en puissance, on va dire, entre guillemets, dans certains troubles qui commencent à dessiner une personnalité difficile à vivre, hein, difficile à comprendre pour Monsieur Le Noël. Elle commence donc avec les débuts de l'alcool, elle commence à faire des tentatives de suicide. Elle commence à avoir des crises de colère assez incompréhensibles. Et lui, donc, en consultation chez le généraliste, toujours de façon très sincère, il demande à ce qu'elle soit aidée, à ce qu'elle soit soignée pour l'alcoolisme, évidemment aussi, mais qu'elle ne reconnaît pas. Donc on a toujours la difficile adhésion du malade à la reconnaissance de son trouble et à la reconnaissance de la nécessité d'un traitement. Monsieur Le Noël, lui, il avance de façon candide, naïve, sincère. Il veut qu'elle soit soignée et il a confiance. Monsieur Le Noël, il y a une dizaine d'années, les médecins diagnostiquent le trouble bipolaire de votre épouse. Vous, à ce moment-là, qu'avez-vous compris de cette maladie? Bon, vous savez, elle a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique pour se calmer, parce qu'elle avait fait des tentatives de suicide. Là-bas, on m'a pas trop expliqué ce que ça voulait dire bipolaire, les conséquences de la maladie sur son comportement. J'ai pas trop cherché non plus. Hein. Il y avait nos 3 gosses à gérer. Dans la montée des troubles, il y a aussi les coups qui arrivent. Elle lui donne des coups, elle le frappe. Alors il dira des coups de poing, des coups de pied, des objets qui lui volent dessus, elle lui lance des objets. Et il dira même, mais alors on dirait que cette phrase lui a échappé, qu'un jour elle l'a poursuivi avec un couteau, mais il n'en dit pas plus, il s'arrête là pour pas donner une image négative d'elle. Il dira, il y a des choses que j'ai classées et que je préfère oublier. Mais il l'a évoqué, hein, c'est-à-dire il a dit que c'est allé un peu trop loin quand même. Lui, il encaisse. Il veut plus y penser, il pense que ça va s'améliorer dans le futur. À un moment, il y a une phrase de lui qui est merveilleuse. Il dit « J'espérais qu'on allait trouver le bon traitement, parce qu'après tout, les chercheurs, ils ont bien sorti des nouveaux traitements contre le cancer, des nouvelles molécules contre le sida. Il n'y avait pas de raison que pour elle, on n'ait pas un nouveau traitement qui marche. » Mais on a beau aimer de tout son cœur une personne malade, l'entourer de toute la bienveillance et de tout ce qu'on veut, on ne peut pas à soi seul la guérir ou la contenir. Code B21, rapport d'enquête de personnalité. La bipolarité de Madame Le Noël a été particulièrement éprouvante pour ses proches. Un des enfants reproche à son père, un homme taiseux, de ne pas en avoir suffisamment parlé, de ne pas leur avoir expliqué cette maladie pour laquelle il semblait parfois dans le déni. Alors, est-ce que les enfants ont été impactés personnellement? Je le pense. Monsieur Le Noël, dans son grand positivisme, je pense qu'il n'a pas eu conscience du point où ça a pu aller. Je pense qu'en essayant toujours de surmonter, de compenser, de redorer l'image de la situation, je pense qu'il a cru de faire aller les enfants sur leur route, sur leur chemin, le mieux possible. Je pense qu'à un moment, il n'est pas conscient de l'usure que tout le monde peut avoir. Alors c'est un homme qui a toujours refait face, qui a grandi comme ça. Maître Iris Christol, avocate de Patrice Le Noël. C'est un homme qui a grandi dans une famille avec plusieurs enfants, qui a connu un drame terrible. 2 de ses sœurs ont été renversées sur la route alors qu'il avait 9 ans. Et la petite sœur est morte. Et il est l'enfant qui tenait la main de sa mère le dimanche lorsqu'elle allait au cimetière voir la petite sœur dans son cercueil. Donc c'est un homme qui s'est construit en étant un petit garçon,
qui fait un pas de côté, écrasé par le terrible chagrin d'une femme. Et il se trouve que, à partir de là, ce qui a légitimé son existence finalement, c'est d'être là, de s'occuper des frères et sœurs, de faire en sorte que cette maman soit un peu soutenue. Il raconte que c'est compliqué. Il dit on allait tous les week-ends au cimetière. Il dit c'était pas un plaisir, c'était plus par devoir. Qu'on a cette idée de la famille avec un sens moral très aigu, un sens du devoir, un sens des responsabilités. Le premier traumatisme est un fil rouge. On apprend à encaisser la mort. On apprend à encaisser l'autre qui n'est plus celui qu'on attendait, qui n'est plus là. On encaisse les épreuves. Quand il était petit, il me donnait des exemples qui sont anodins, on va dire, mais parlants. Il me disait le nombre de kilomètres qu'il faisait pour se rendre à l'école, puis aller au foot, puis passer chez sa tante et puis rentrer chez lui. Il dira qu'il n'était pas de bon ton de se plaindre. C'était comme ça. L'école était à 8 km, je crois. Eh bien, on faisait les 8 km, on se levait à 5 heures du matin et c'était tout. Il ne se plaint pas, Monsieur Le Noël. Il est capable de se mettre de côté pour porter secours. Se mettre de côté pour aller à l'aide de l'autre. Se mettre de côté pour encaisser les choses difficiles et montrer qu'on fonctionne quand même, qu'on va quand même arriver à du positif. Monsieur Le Noël, il a un positivisme exacerbé qu'on lui a transmis et il fonctionne comme ça. C'est magique quand on rencontre des personnalités comme ça, c'est chouette. Sauf que ça a été à la fois son point de force et son point de fragilité. Il a reproduit exactement le même schéma en se mettant de côté au soutien d'une femme qui était écrasée par un terrible tourment, en l'occurrence une pathologie mentale. Donc il n'a jamais songé à lui. Lui, il était là pour faire en sorte que rien ne s'écroule, qu'elle tienne debout, après faire en sorte qu'elle tienne debout, que les 3 enfants tiennent debout, que son travail tienne debout, que sa maison tienne debout. Et donc c'est quelqu'un qui s'est complètement absorbé là-dedans et qui, comme il était soutien de quelqu'un de malade, il n'a jamais pensé à lui et il n'a jamais pensé qu'il puisse même être en légitimité de demander de l'aide finalement. Parce que pour demander de l'aide, il faut avoir conscience qu'on est épuisé à bout et qu'on peut soi-même, justement, devenir finalement quasiment malade, comme celui au soutien duquel on se porte et on vit. Vous savez, maître, ces dernières semaines étaient horribles. J'étais épuisé, je dormais plus, parce qu'elle ne dormait plus. Ma femme était dans une phase maniaque, elle me réveillait la nuit, elle faisait du bruit, elle déménageait toute la maison. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez prévenu personne? Vous n'avez cherché aucune aide? Je l'aime, maître. Ça fait plus de 30 ans que je supporte ces crises. Je pouvais bien supporter celle-là encore. Il a tellement connu des épisodes comme ça dans sa vie que finalement, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude d'aller alerter, c'est quelqu'un qui gère, qui est resté là pour gérer, pour faire face. Il n'avait pas envisagé de la quitter non plus parce que je crois qu'il l'aimait sincèrement et que par ailleurs, on a pu lui reprocher en lui disant enfin monsieur, on ne reste pas dans ces cas-là. Et si on reste parce que c'est pas un déserteur, parce qu'il l'aimait, parce que c'est un homme de devoir, vraiment. Et c'est surtout un homme qui s'est dit que si jamais il partait, c'est ses enfants qui auraient dû assumer leur mère malade. Et il s'est dit aussi que s'il partait, elle allait mourir. Parce que c'est quelqu'un qui, depuis 30 ans, entendait, comme les enfants, quand elle allait mal parfois, « Je meurs, je vais mourir, et si je meurs, c'est à cause de vous, parce que vous ne m'aimez pas assez. Je meurs, je vais mourir, je veux crever, je veux en finir. » Et il l'a rattrapé à quelques minutes de la mort à tellement de reprises que cet homme a ancré en lui cette idée que s'il part, elle va mourir.
Et on sait, même dans les mécanismes de violence conjugale, que le chantage au suicide et le chantage affectif sont des moyens extrêmement forts de l'emprise qu'on peut avoir sur quelqu'un et qui fait que la personne qui est victime finalement de ce chantage au suicide et de ce chantage affectif n'est plus en capacité de faire un pas de côté en se disant « non mais ça va aller », d'autant que à de très nombreuses reprises, les pompiers lui ont dit « vous avez, monsieur, sauvé la vie de votre femme. Si vous ne vous étiez pas réveillé 1 heure plus tôt que d'habitude, elle serait morte. » Le jour où Patrice Le Noël tue son épouse, elle est dans ce qu'on appelle une phase maniaque. Elle ne dort pas, elle a des frénésies d'achat, et une fois encore, elle se met à le frapper. Pour la première fois, monsieur Le Noël est dépassé par la maladie de sa femme. Il me décrit une montée paroxystique où il y a des colères qu'il n'arrive plus à calmer. Il utilise tout ce qu'il sait faire en fait, les jolis mots, les phases de détente. Il dit « viens, on va bouquiner »,« viens, je vais passer de la crème sur tes urticaires »,« viens, je vais t'aider à te laver avec du savon neutre plusieurs fois par jour, on va pas sortir pour pas t'exposer aux allergisants ». Enfin voilà, des choses comme ça. Il essaye de contenir, ça tient 30 secondes et ça revient à la charge. Voilà, il décrit une Madame Le Noël qui revient à la charge sans cesse avec des attaques, des coups de pied, des coups de poing. Il dira « elle m'a mordu ». Il dira qu'il sent pas sur le coup tout ce qui s'est passé. Il encaisse. Quand c'est notre fil rouge, il encaisse, monsieur Le Noël. Ça monte. Et elle veut, à ce moment-là, elle est prise dans un emballement qu'on appelle emballement maniaque, qui est d'une compulsion de faire des achats. C'est le thème qui est le point de démarrage pour le jour J. Elle voulait tout acheter. Elle parlait même d'une télévision alors qu'elle la regarde pas. Elle me demandait constamment la carte bleue, le chéquier. J'essayais de gagner du temps en lui disant de patienter, que les soldes étaient pour dans 15 jours. Le jour où je l'ai tuée, on a fait des courses, puis on est rentré. Et une fois à la maison, elle m'a dit « on repart faire des courses ». Elle voulait acheter une tablette, une télé. Elle n'en démordait pas. Il rapporte que sur les 24 heures ou 48 heures qui précédaient le passage à l'acte, les choses s'étaient aggravées. Docteur Philippe Darbourg, expert psychiatre. Il revient sur son passage à l'acte de la façon suivante. « J'ai toujours aimé ma femme, elle était souvent dépressive. Nous avions de moins en moins de relations sexuelles, mais je pensais vivre avec elle jusqu'au bout. En dernier lieu, en décembre 2018, alors que les faits sont arrivés en juin 2019, elle avait été hospitalisée, donc en psychiatrie, puis dans une clinique jusqu'en mars, où son traitement avait été radicalement changé, puis elle a rechuté, elle ne dormait plus, et il précise, son comportement avait beaucoup changé début juin, avec moi. Elle était de plus en plus difficile à vivre, elle se cantonnait beaucoup dans sa chambre, elle se montrait souvent agressive. Le 20 juin au soir, elle avait été très énervée toute la journée. J'avais évoqué avec elle la possibilité d'une nouvelle consultation à l'hôpital. Elle l'avait mal pris et son agressivité s'est accentuée au point qu'elle me menaçait de me tuer et se montrait violente physiquement. J'ai voulu un moment partir, je suis monté dans ma voiture vers 22h30, mais je me suis dit que je ne pouvais pas la laisser ainsi. Je suis revenu, je l'ai supplié de se calmer. C'est alors qu'elle hurlait que je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pété un plomb, tout s'est enchaîné, je lui ai donné 3 coups de poing en lui disant que je ne voulais plus l'entendre. Je suis allé dans la pièce à côté, j'ai pris le premier objet qui m'est tombé sous la main, une corde, et je suis revenu vers elle et lui ai serré le cou alors qu'elle se débattait en cherchant à me frapper. Puis je l'ai étouffée avec un oreiller. Après ce passage à l'acte sur Madame Le Noël, il dira que il était en train de se voir lui dire, de s'entendre lui dire. Il s'entend, il a des souvenirs auditifs. Il dit « je m'entends lui dire « je pars avec toi, je pars avec toi, je pars avec toi. J'ai promis que je finirai avec toi. » Et donc il veut se suicider. Il pense tout d'abord à la pendaison, mais toujours c'est du Monsieur Le Noël.
Il réfléchit à la vision que vont récupérer ses enfants et ses petits-enfants. Il ne peut pas. Donc il prend des médicaments en quantité. Et c'est un homme qui, après les faits, réalisant ce qu'il venait de faire, qui a décidé d'en finir parce qu'il avait passé sa vie au service de son épouse, qui voulait coûte que coûte finir sa vie avec elle. Et que comme il venait de tuer de ses mains celle qu'il avait tout fait pour sauver pendant toute sa vie, il a voulu en finir. Et finalement, les médicaments qu'il a pris après avoir tenté de se pendre ont eu l'effet, pas de le tuer, mais de le laisser hagard et inconscient. Et il faut quand même mesurer que les forces de l'ordre, quand ils arrivent 3 jours après les faits, ils l'ont trouvé hagard, à demi inconscient, assis au milieu de ses excréments dans le garage, comme un chien qui se laisserait mourir enfermé à côté du corps de son maître. Je crois que ce jour-là, c'est le jour de trop, simplement. C'est qu'on peut supporter tant et tant et tant et tant, puis il y a un jour où on n'y arrive plus. Et ce soir-là, elle l'a insulté, elle l'a menacé, elle l'a frappé, elle lui a jeté des objets à la figure en lui disant « mais j'en peux plus de toi, je vais te tuer » parce que elle avait le sentiment qu'il la réduisait, qu'il la contraignait finalement parce qu'en phase maniaque, on veut acheter des choses tous les jours, on veut être debout à 2h du matin, on est capable d'aller traverser le désert sans eau et sans nourriture et en mourir. On n'a aucune conscience de ses limites et des limites des autres. Et comme lui disait « mais là c'est 2h du matin, il faut aller se coucher » ou alors peut-être on pourrait acheter ça mais dans quelques semaines par exemple, parce que l'idée c'est toujours de différer les demandes comme ça qui sont insensées. Finalement, il la frustrait. Et cette frustration faisait monter la colère, et la colère faisait monter l'agressivité. Et comme il était son éternel face à face, elle s'en est prise à lui. Il dit, même sa voix changeait. Il a eu peur parce que cette voix changeait. Cette voix déraillait, comme si quelqu'un ou quelque chose avait pris finalement possession de sa femme, mais que c'était plus vraiment sa femme. Parce qu'elle disait des horreurs, elle le disait d'une voix particulière et avec des yeux dans lesquels il y avait un mélange de colère, de haine, plus au regard habituel. C'est comme si quelqu'un que vous aimez et qui vous est le plus familier au monde devenait soudain étranger et extrêmement menaçant. Et ce qui sortait de sa bouche était épouvantable. Et je crois qu'au bout d'un moment, dans une espèce de dernier geste réflexe, après s'être protégé, après avoir reçu des coups, des objets, il a fini par mettre ses mains autour de son cou pour qu'elle, d'abord, elle s'arrête de parler, pour qu'elle s'arrête de bouger, parce qu'il voulait l'attacher, pour pouvoir appeler les pompiers, pour qu'elle soit prise en charge. Et au bout d'un moment, dans l'agitation, dans les moments comme ça, d'intensité, d'adrénaline, d'insulte, de peur, voilà, il l'a serrée trop fort jusqu'à ce qu'elle finisse malheureusement par décéder. Et à la seconde où ça s'est arrêté, cet homme a réalisé ce qu'il venait de faire, a regardé ses mains et s'est dit que c'est ses mains qui avaient aimé, qui avaient soigné, qui avaient protégé cette femme toute sa vie. Cet homme qui avait voué sa vie à faire en sorte qu'elle ne meure pas, mais il venait de ses mains de la tuer. Et cet homme a été anéanti à la fois par ce qu'il venait de faire et par la mort de son épouse, au point qu'il s'est dit que c'était pas... Il fallait plus vivre, on ne pouvait pas survivre à ça, et qu'il voulait mourir. Code B14. Rapport d'expertise psychiatrique du docteur Darbourg. Son état mental actuel n'est pas de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes. Il ne nécessite pas une hospitalisation en milieu spécialisé. Ses dispositions affectives actuelles et son mode de vie, son acceptation de la procédure judiciaire constituent des éléments de pronostic favorables.
Ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de dangerosité au plan psychiatrique, c'est-à-dire il n'a aucune pathologie, ni d'ailleurs avant, ni au moment des faits, ni ultérieurement. Il n'y a pas de pathologie psychiatrique qui puisse entraîner une dangerosité, comme on dit sur le plan psychiatrique. Et l'autre versant de la dangerosité, c'est ce qu'on appelle la dangerosité criminologique, si vous voulez, sociale. Et là encore, on n'a aucun facteur de dangerosité parce que c'est quelqu'un qui n'a aucun symptôme, enfin aucun trait de personnalité qui puisse l'amener à être agressif envers quiconque. Patrice Le Noël passe 11 mois en prison. Et puis il est libéré. Et en 2023, il comparaît devant la cour d'assises de l'Hérault. Il se présente libre. Il risque 30 ans de prison. Les jurés doivent déterminer si M. Le Noël retourne en prison ou pas. Pour l'avocat général, la réponse est oui. Il requiert 8 années de réclusion criminelle. Un coup de massue pour l'accusé. 8 ans d'emprisonnement, ça voulait dire repartir en prison, ça voulait dire faire une peine, aller à la maison d'arrêt, ça voulait dire recommencer ce parcours-là carcéral. Maître Iris Christol, avocate de Patrice Le Noël. Et moi, il m'a semblé que c'était pas du tout adapté. Et surtout, il m'a semblé que si à la place de cet homme, ça avait été une femme, si c'était pas agi de monsieur, mais de madame, qui avait fini par étrangler son époux après 30 ans de ce régime-là, personne n'aurait osé demander une peine d'emprisonnement ferme. Jamais. Et je leur ai demandé de juger cet homme comme une femme, parce qu'il n'y a pas de genre là-dedans. Il n'y a pas de genre et qu'on a justement un homme un peu maternant et que peut-être il faudra changer ce mot un jour parce que finalement on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas que les mères qui ont des gestes adaptés, qu'il n'y a pas que les mères qui savent choyer, qu'il n'y a pas que les mères qui savent quand un enfant pleure même s'il ne parle pas encore pourquoi il pleure. Il n'y a pas que les mères qui savent quand un enfant a froid ou quand il a faim et quand il a besoin d'un câlin. Ça appartient aux parents, qu'ils soient des mères ou des pères. Et Patrice Le Noël est de ceux-là. Il est de ceux qui, effectivement, ont été là tous les jours, contre vents et marées, coûte que coûte, d'une fidélité absolue. Et surtout, ce qu'on n'avait pas dit, c'est que ce dont il a été victime pendant 30 ans, parce que la cause, c'est évidemment la maladie mentale, mais la conséquence, c'est la violence. C'est un homme qui a été victime de violence pendant 30 ans. C'est un homme qui a été insulté. C'est un homme qui a été humilié. C'est un homme qui a été victime de coups, de crises, de chantage affectif, de chantage au suicide. Et ça s'appelle les violences conjugales. Et les enfants sont venus expliquer tout ça. Les enfants sont venus à la barre, les uns après les autres, expliquer tous combien leur père les avait soutenus, combien leur père, quand leur mère était malade, était parti avec eux faire son travail à sa place, combien les enfants avaient pu aussi nous dire combien eux-mêmes avaient été victimes des souffrances qui peuvent être celles des familles qui sont parfois exposées à des comportements qui sont liés à la maladie mentale. Cette famille s'était recroquevillée, que plus personne ne venait à la maison et qu'il était extrêmement difficile de confronter cette mère ou cette femme-là à un quelconque échange social. Donc chacun est venu raconter pudiquement ce qui est une forme d'enfer domestique pendant 30 ans. Donc je pense vraiment que la place de cet homme n'était pas de retourner en détention, que son enfer, il avait vécu, qu'il avait passé 10 mois de détention, que son enfer finalement c'est sa conscience, c'est d'avoir échoué à protéger celle qu'il a essayé de sauver toute sa vie, et que pourtant il a tué de ses mains. Maître Christol, vous avez la parole pour la défense de Monsieur Le Noël. Ah mais on vit, c'est un moment difficile parce qu'on se dit qu'on est sur un fil et que peut tomber d'un côté ou de l'autre de ce fil. Et évidemment l'enjeu est colossal, surtout qu'il y a des dossiers dans lesquels on perd un peu de distance et que moi j'avais fini par m'attacher à cet homme, j'avais fini par m'attacher à cette famille. Et j'avais le cœur brisé à l'avance de ce qu'on pouvait leur faire. Parce qu'on défend des gens, parce qu'on est avocat, mais il y a des gens qu'on défend en y mettant tout le cœur. Parce que au-delà d'une personne, c'est quasiment une cause qu'on épouse. Et c'est vrai que cette famille-là était tellement à part, et cet homme-là tellement à part, que je ne pouvais pas imaginer qu'il y ait une quelconque utilité
à faire en sorte que cet homme retourne en détention. Ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens parce qu'il n'avait pas profité de son crime, il n'avait pas anticipé son crime. C'était quelque chose qui lui avait complètement échappé. Il avait voulu en mourir. La cour d'assises de l'Hérault n'a eu besoin que d'1 heure pour rendre son verdict. Patrice Lenoël est condamné à 5 ans de réclusion criminelle, dont 4 années avec sursis. Il est ressorti libre du palais de justice. Ça a été un moment nerveux, de soulagement, des moments comme on n'en connaît pas beaucoup dans une vie d'avocat, mais quelques-uns. Et où vous finissez par, alors que vous étiez en défense sur ce qu'on annonçait comme un féminicide de plus, finalement sortir par la porte avec l'homme que vous avez défendu, à votre bras. Et il m'a dit, il faut qu'on pousse cette porte tous les deux. Et on a poussé la porte tous les deux et on a descendu les marches avec sa famille. Et je n'oublierai jamais, jamais ce moment. C'était On de Lattre raconte, Code B, rédaction en chef Guillaume Maury, réalisation Mathieu Fret. Retrouvez On de Lattre raconte, Côte B, tous les vendredis et samedis de 14h à 15h sur Europe 1.